Salut à tous, merci d'être avec nous pour le podcast. Aujourd'hui, un podcast exclusivement consacré au basket belge. Il y a un absent de marque, Duke Tchamba. Il n'est pas parmi nous, il est avec sa fille, on le salue bien fort. Benoît Peters est bel et bien là. Et puis, on n'est pas qu'à deux, Benoît, parce qu'on a quand même Jacques Stas par téléphone. Salut Jacques. Bonsoir. Alors, on va profiter de ta présence, Jacques, d'abord pour évoquer la victoire du Spirou face au Real. Ça fait bientôt une semaine. C'est vrai que le Spirou a réussi à passer un cap en remportant son premier match et a prouvé qu'il pouvait finalement rivaliser avec les meilleurs clubs d'Europe. C'est ce qu'on attendait un petit peu, hein. On était un petit peu après ces préqualifications là-bas où on avait accédé alors que personne ne nous attendait. On voulait rentabiliser finalement cet effort qu'on avait fourni auparavant par une victoire en Euroleague. On n'était pas loin à chaque fois, mais on passait à côté par chaque fois une absence de 4-5 minutes qui était vraiment préjudiciable à l'équipe et qui ne permettait pas à cette équipe de l'emporter. Il nous fallait nous imposer une fois à domicile. C'était aussi en plus pratiquement l'une de nos dernières chances si on veut encore accéder au tour suivant. Et recevoir le Real de Madrid et vide à domicile, c'était vraiment une chance inespérée de pouvoir faire vraiment quelque chose de grand. Ce qu'on a réalisé ce soir-là, face à un Real de Madrid, c'est vrai qu'il s'est vite effondré, mais néanmoins, battre le Real de Madrid, c'était plus arrivé depuis 93. Et donc, ça faisait quand même une superbe affiche réussie au niveau du basket belge. Alors Ben, tu étais là, toi, pour la dernière heure, présent dans le Spirou Dome. Il y a quelque chose qui t'a frappé, que tu aimerais bien encore entendre de la part de Jacques ? Écoute, ce qui m'a frappé, c'est la manière solide dont les Spirou ont entamé la rencontre. Et comme disait Jacques, le Real a très vite craqué, mais c'était en grosse partie dû aux Spirou, l'agressivité, la pression défensive qu'ils arrivaient à mettre. Et alors, il y a un public ça m'a frappé aussi, parce que là, la salle est évidemment pleine, mais un public qui a répondu et qui a soutenu son équipe. Donc, je voulais juste demander à Jacques, est-ce qu'il pense que justement, cette victoire face au Real Madrid pouvait fidéliser un certain public et que, par exemple, est-ce que jeudi, contre Malaga, on peut de nouveau s'attendre à une salle pleine ? Je pense en effet, effectivement, que ce sera le cas. Je crois que le public belge amateur de basket aime voir des affiches. Qui plus est, quand une équipe peut un peu y jouer, peut jouer dans la cour et peut éventuellement revendiquer la victoire, je crois qu'à ce moment-là, c'est suivi par tout amateur de basket qui en profite pour justement venir voir un match européen de grandeur nature. Et donc, il y a du public qui remplit cette salle. Et quand on a vu ces vagues, je veux dire qu'on n'avait plus vu au Spirou Dome depuis bien 10 ans, et qu'on avait rarement vu, même au niveau européen, quelques compétitions, que ce soit au niveau belge. Mais je crois que là, ça fait plaisir parce que c'est une soirée vraiment pleinement réussie. Et je crois qu'on peut s'attendre justement à un léger retour par rapport à ce premier match de Real où tout le monde a envie de voir si on peut confirmer un deuxième match à domicile et surtout pouvoir dire que on y était, quoi. Et je crois que les personnes vont sûrement affluer ce jeudi, en effet, contre Malaga. Bien, Jacques, un Spirou Royal en Euroleague, et puis il y a eu le championnat. C'est vrai que le championnat était un peu mis de côté par la force des choses par le Spirou depuis le début de la saison. Avec un déplacement qui n'est jamais facile à Anvers, c'était dimanche après-midi. Et là, ça a été quand même une toute autre réalité avec la première défaite quand même en championnat belge à la clé. Oui, exactement, mais au-delà du niveau sportif, je crois que tout le monde a vu un petit peu ce qui s'est passé, malheureusement, qui ne doit pas se passer, mais qui s'est passé. Ça a un peu dégénéré, et on est tombé évidemment plus dans un match de basket, pas dans un spectacle non plus, mais dans une triste parodie de sport finalement. J'espère que l'on ne verra plus ça d'ici la fin de la saison. J'espère qu'on va tirer les enseignements suite à ce match. Mais bon, le résultat sportif finalement passe au second degré à l'heure actuelle. Je crois qu'il faut justement refermer le plus rapidement les plaies qui se sont ouvertes après ce match et repartir de l'avant pour ne pas laisser passer justement un petit peu le bon fluide pour l'instant que le basket belge reconnaissait un petit peu avec l'équipe nationale, avec derrière la victoire d'un club belge face au Real de Madrid. Je crois qu'il faut essayer de repartir de l'avant directement et ne pas s'arrêter trop longtemps sur cette bévue finalement. Est-ce que le club a donné une sanction supplémentaire à son joueur ou pas ? Le club de toute façon l'a mis en garde, ça c'est clair, et a surtout aussi, je vais dire, l'a prévenu d'une manière assez sèche pour dire, d'abord, il fallait savoir un peu la réaction du joueur. Et quelle allait être sa réaction ? Et c'était une réaction plutôt d'enfant à dire, mais pourquoi moi et pourquoi pas lui ? Ou plutôt une réaction d'adulte, comme il l'a eu,
à savoir finalement de dire bon, je suis désolé parce que ça ne me ressemble pas. On peut toujours penser que moi je suis un bagarreur, que je suis ceci ou cela, mais moi ça ne me ressemble pas. Je sais que j'ai donné un triste spectacle devant des enfants, des gens qui viennent voir un match de basket. Je m'en excuse. J'ai difficile d'accepter que j'ai plus de matchs que celui qui m'a frappé en premier. C'est très compliqué pour moi, je dois l'avouer. Mais bon, voilà, c'est ma faute et j'accepte la sanction. Donc à partir de là, quand tu es face à un joueur qui finalement a une réaction à froid, quand même, sur lequel il peut comprendre ce qui s'est passé et les actes qu'il a posés, et qu'il s'en excuse, je pense que tout le monde a droit à une erreur et que de là, j'espère qu'on va voir un Brent Wright resplendissant à partir des semaines qui vont venir. Cela quand bien même, je vais dire, les Spirou avaient le match en main en première mi-temps, ils l'ont perdu par eux-mêmes, tout seuls, comme des grands, avec 20 pertes de balles au total du match, alors que je m'étais fait la réflexion que lors de ce premier quart-temps, les Spirou avaient traversé ce premier quart-temps sans aucune perte de balles. Ça veut dire qu'on a fait 20 pertes de balles en 3 quarts-temps. Donc il faut regarder d'abord dans son assiette, bien sûr, mais malgré ça, malgré un match très moyen des Spirou, les Spirou avaient la possibilité de l'emporter et en tout cas se sont battus, dans le bon sens du terme, cette fois-ci, quand même tout au long du match, pour essayer quand même d'accrocher cette victoire, laquelle aurait pu quand même tomber dans leur camp si, bien sûr, on avait peut-être eu cette possession supplémentaire. Jacques, un tout grand merci en tout cas. Tu viens quand tu veux dans le podcast, hein, c'est toujours intéressant. Hein. Avec plaisir. Avec plaisir aussi. Un grand merci Jacques, à bientôt. Voilà, salut Jacques. Au revoir, ciao, ciao. Ouais, au revoir. merci. Voilà, donc c'était un peu une photographie du Spirou, hein, toutes les difficultés finalement de passer d'une compétition à l'autre. Benoît, c'est vrai qu'on avait déjà fait le point là-dessus, à la fois psychologique et aussi se reconcentrer à nouveau sur le championnat. Il y avait d'autres matchs ce week-end. Il y a la confirmation du succès de Mons et un peu des ennuis sportifs, je vais dire, de Liège qui en championnat est un petit peu à la traîne. Qu'est-ce qu'on peut dire jusqu'à présent, Benoît, de cette situation dans le championnat de Belgique et de la compétition qui s'annonce en tout cas? Oui, tu parlais de Mons qui confirme en nombre de victoires. Maintenant, face à Liège, c'était un petit peu mitigé au niveau du jeu. Par contre, si on reprend le cas de Liège, qui est actuellement lanterne rouge, donc finaliste l'année passée, lanterne rouge actuellement, il faut émettre aussi à leur décharge que c'est souvent des scénarios où ils n'ont pas de chance sur la fin, parce qu'ils sont chaque fois compétitifs pendant le match, et c'est chaque fois sur la fin que ça penche de l'autre côté pour eux. Donc je pense qu'ils n'auraient rien volé avec 1 ou 2 victoires en plus dans cette saison. Maintenant, pour Mons, ça c'est bien parce qu'ils peuvent réenchaîner les victoires comme ils avaient l'habitude de le faire avant la dernière saison. On a aussi une équipe d'Alost, qui fait vraiment figure de vrai outsider maintenant, qui a su, comme chaque année... Ils étaient au repos ce week-end. Hein. Et alors c'est très intéressant parce qu'Alost se rend à Mons ce week-end. Donc là, on va vraiment voir, ça va être les deux, en attendant la décision du score de Charleroi, c'est quand même les 2 premiers actuels au classement, donc qui vont se rencontrer, voir un peu comment Alost va savoir négocier ça en déplacement et comment Mons va faire face à une adversité normalement un peu plus importante. Et alors pour revenir à la compétitivité et à Charleroi, moi je me demande dans quelle mesure le fait qu'une équipe comme Charleroi qui maintenant s'installe en Euroleague, donc aux yeux de la Belgique est reconnue comme un club vraiment phare et comme le club dominateur dont on attend qu'il gagne le championnat même assez facilement, dans quel sens ça motive évidemment plus les adversaires qui sont plus hargneux, et ça, à mon avis, ça peut amener plus de tension sur un terrain, et c'est aussi à Charleroi et aux joueurs à savoir gérer ça, savoir que l'équipe en face ne va faire aucun cadeau, ne va rien lâcher parce qu'on a envie de battre le grand Spirou de Charleroi, et donc ça aussi ça va être un facteur psychologique à négocier. Je crois qu'à Anvers il y avait cette motivation-là, surtout que le Spirou venait de battre le Real. C'est vrai qu'on fait raccourci facile, Spirou bat Real, Anvers bat Spirou, donc Anvers plus fort que Real. Ce qui n'est pas une équation qui est vraie, en tout cas qui reste franchement à vérifier dans le sport. Mais moi j'ai pu voir le match sur Sportza, hein, dimanche après-midi. J'ai quand même été surpris effectivement à cette période-ci de la saison, vu ce championnat qui a démarré avec un nombre très différent de matchs disputés par chacune des équipes. J'ai été surpris de l'intensité. C'est vrai, finalement, ce championnat et même ce début de championnat belge est loin d'être anecdotique. En fonction des circonstances, comme tu le dis, en fonction des adversaires, il va falloir se faire mal aussi pour aller chercher des victoires en Belgique. Il y avait également ce week-end, c'était le retour de Van Merbeek à Pepinster avec Louvain, et Louvain est allé s'imposer chez les Pépins. Ouais, Louvain qui a été un peu malmené pendant le match, mais qui finalement a mieux négocié la dernière ligne droite. Et
à mon avis, ça doit quand même faire plaisir à Jurgen van Meerbeek parce que il faut pas se voiler la face du côté de Pepin-Ster. Enfin, en tout cas, au niveau du public, Pepin, c'était le match de l'année, c'était le premier retour de Jurgen van Meerbeek au Hall du Père. Bon, ça s'est bien passé pour Jurgen. Maintenant, le public Pepin a été très raisonnable. Hein. Ils ont juste tous brandi un gros carton rouge à Van Meerbeek en début de rencontre. Donc, c'est vrai qu'il était il a quitté le club quand même cours de saison dernière, alors que les résultats étaient bons. Et il avait déjà emmené avec lui, il avait déjà prévu d'emmener avec lui toute une série de joueurs. C'est vrai que par rapport à ce qui avait été construit à Pepin-Ster, on peut comprendre aussi que les fans Pepin en avaient gros sur la patate avec cette situation-là. Il règne une incompréhension au niveau des fans. Maintenant, à mon avis, il y a beaucoup qui se passe en cuisine interne dont on ne connaît pas les détails. Et puis, je crois qu'il y a l'avenir. Chacun pense à son avenir. Et la situation financière de Louvain prêtait davantage à l'optimisme, à une forme de sécurité que celle de Pepin-Ster. C'est quand même aussi une évidence. À ce moment-là, parce que Pepin-Ster qui vient de s'allier avec un fabricant de parquet, donc qui compte un gros sponsor en plus. D'ailleurs, Pepin-Ster... Non, mais tant mieux que voilà. Pepin-Ster a déjà fait 14 transferts cette saison. 14 transferts, si on compte les 3 joueurs qui ont été coupés juste avant la saison. Il y a déjà eu 14 transferts quand même. Donc c'est que il me semble qu'ils ne sont pas autant sur la corde raide que cela. Ouais, mais bon, ça dépend peut-être d'une période à l'autre ou d'un moment à l'autre, mais en tout cas, un souhait, c'est qu'il y ait cette viabilité sportive et financière de Pepin-Ster qui fait clairement partie du paysage du basket belge, et c'est même souvent un vent de fraîcheur sur le basket belge, et plus les Pepins auront des moyens financiers indépendants, plus ils auront leur autonomie aussi dans cette compétition, et pas obligés de vivre justement l'exemple que tu citais la saison dernière, avec cette situation un petit peu frustrante pour les supporters, de savoir que finalement déjà la moitié de l'équipe va partir chez un adversaire qui a davantage de moyens. Un mot quand même d'Ostende. On sait qu'Ostende Mons joue ce mardi, tout comme Liège d'ailleurs, en Eurochallenge. Exactement. Anvers aussi. Anvers, ne les oublions pas. Tout à fait. Et alors, toujours ce conflit intéressant, Ostende et Mons qui sont dans la même poule et qui jouent leur match face à des Français. Donc c'est un peu Belgique-France acte 2 ce soir. C'est intéressant aussi de pouvoir se positionner face à un basket qu'on a toujours considéré comme supérieur en France, et de voir comment maintenant les équipes belges par rapport aux équipes françaises, dans quel sens peuvent rivaliser. On a vu que Mons et Ostende ont tous les deux perdu leur premier match la semaine passée, mais d'un écart vraiment raisonnable, joué pour la victoire jusqu'au bout. Donc c'est intéressant de voir par rapport à la France où maintenant se situe le basketball belge. Ouais, et puis il y a déjà aussi des baromètres, j'ai envie de dire, puisqu'il y a Wes Wilkinson qui évolue au Havre. Il fait d'ailleurs une bonne début de saison. On a toujours le bon vieux, c'est gentil ce que je dis, Damir Kroupalia. Il est maintenant du côté d'Hier Toulon, l'ancien joueur du Spirou, qui lui aussi aligne de fameux stats, malgré son âge un petit peu avancé. Et puis c'est vrai qu'il y a eu l'arrivée de Matt Walsh, accueilli comme un sauveur à Lasvel, et qui fait de bons matchs avec Lasvel, même si les résultats du club de Villeurbanne malheureusement ne suivent pas. Mais on voit quand même que les joueurs qui ont évolué dans le championnat belge, qui sont partis en France, jouent tout de suite un rôle en vue. Un mot quand même de Jonathan Tabou, parce qu'on avait parlé des Belges à l'étranger. On passe non pas du coq à l'âne, mais de la France à l'Italie. Il a sorti 2 gros matchs. Un match en Coupe d'Europe, un match en championnat samedi, c'était justement contre Dimitri Lowers. Dimitri Lowers qui était un peu moins en vue, mais ça a été 2 très bons matchs pour Jonathan Tabou. Je pense qu'en Coupe d'Europe, il était l'homme de son équipe. Tout à fait. Et j'ai eu Dimitri Lowers ici dans l'après-midi au téléphone qui me disait que même au débriefing, après le match de Jonathan en Coupe d'Europe, donc ça devait se passer le mardi ou le jeudi, le coach avait insisté sur le fait que Jonathan pouvait être un élément très dangereux, et de fait ça s'est confirmé, et je crois qu'il met une dizaine de points en peut-être un gros quart d'heure de jeu. Donc Jonathan entre tout doucement dans son style de jeu, il commence à s'adapter, et à mon avis il pourra faire de plus en plus mal là-bas. Le basket belge, on en parle un peu partout. Ici aussi, dans le cadre du podcast, n'oubliez pas, Sideline Basketball, c'est le site internet où vous pouvez retrouver des infos sur le basket belge, sur la NBA. Un big up à Duke et à sa fille. On pense à toi. Voilà. Ben, merci beaucoup. On s'est limité au basket belge, mais on a quand même dépassé les frontières. On remettra la NBA la semaine prochaine. Ça va. On va attendre la fin du Circus Road Trip des Bulls pour tirer quelques conclusions sur l'avenir de Chicago et savoir
voir si un air nouveau souffle vraiment à Windy City. Merci de nous avoir suivis, à très très bientôt. Ciao. Merci, au revoir.